Bonjour. Alors, j'espère ne pas m'embrouiller parce que j'avais écrit des notes et puis je les ai un peu perdues. Alors, je les ai corrigées sur l'iPad et tout a sauté. Donc, j'ai un premier jet, mais ça va. De toute façon, ce qui me paraît important, c'est de rappeler que, enfin pour moi, il y a toujours eu un malentendu et un malaise, presque une impossibilité de dire ce mot vide. Et je l'ai expérimenté beaucoup. Et on ne peut pas le nommer. C'était un des problèmes de la sémiologie architecturale, c'est qu'elle achoppait sur ça. J'ai eu des discussions là-dessus avec les François Choët, Roland Barthes et Kevin Leach sur ce problème, comment on nomme l'espace. On n'a qu'un mot, et puis après, ça se travaille différemment, ça se pratique, ça se ressent. Est-ce que ce vide, c'est par exemple ce qui est en dehors de la pyramide, un dehors sans fin, qui ne s'arrête nulle part? Je me souviens que, après avoir fait c'est pas dans le bon sens. Est-ce que c'est déterminé autour de quelque chose ou à l'intérieur de quelque chose? Est-ce que c'est autour d'un astre, d'un point, d'un totem, ou est-ce que c'est déterminé par un enclos, une clairière? Je me souviens qu'après avoir fait le concours de la Roquette, donc il y a un certain temps, je disais, bon, l'espace, c'est entre les objets, c'est l'entre-deux. Et alors, on me répondait, c'était des conférences, des trucs radio, et c'est angoissant, tu as dit, c'est le vide entre les objets, c'est angoissant, ce mot vide, trouve autre chose. C'est très pénible, ce mot vide veut dire une absence. Et face à cette absence, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait dans les années 60 et encore 70, dans la vision commune que portait cette époque, une sorte d'envahissement de l'objet. L'absolue présence de la chose, des choses, le réfrigérateur, l'automobile, l'objet manufacturé était un peu l'avenir du monde. Alors vous avez, typique de cette époque, le système des objets de Baudrillard, par exemple, qui rassemble bien, mais vous avez aussi bien les choses de Pérec. Vous avez le formidable Simondon, le mode d'existence des objets techniques. Tout ça se promène dans les années 60. Il y a une fascination, évidemment. On est à l'espèce de fin, un siècle après la révolution culturelle, et elle apparaît comme ayant été le grand renversement de civilisation. Alors, c'est les objets, c'est comme disait tout à l'heure Virilio, c'est la vitesse, c'est le mouvement, et toute la perception archaïque de l'homme sur la Terre était sidérée, transformée, jusqu'à ce moment extraordinaire qui était le lemme sur la Lune, l'alunissage, où l'objet technique apparaissait comme une espèce de médium absolu. Alors, on me disait à ce moment-là, dans des interviews, je comprends, vous avez dit l'espace, donc vous voulez dire que votre référence, c'est la NASA, c'est la conquête de l'espace. Le mot espace voulait dire NASA à ce moment-là, sauf chez quelques architectes. Et en fait, ils n'avaient pas tort, c'était ça aussi. Est-ce que la révolution industrielle aurait introduit en silence, alors ça c'était des illustrations puisque je parlais de la Roquette, et de ce travail que j'ai fait constamment, en fait, qui tourne autour de cette question du vide ou de l'espace. Est-ce que la révolution culturelle aurait établi en silence une sorte de mutation sournoise? Alors cette question est précisément celle de l'architecture, celle qui se pose à l'homme, c'est l'urbanisme de l'architecture moderne, des SIAM, c'était une absolue polydirectionnelle circulation, c'était aller partout. Et c'est le paradigme de l'objet technique qui, à ce moment-là, devient presque inconsciemment, même si Corbu a beaucoup montré le silo, la pipe, l'automobile comme paradigme nouveau de l'architecture. En fait, il y a un renversement qui est plus profond et qui est que, après ces références, qui étaient la flèche gothique, le fronton, la colonne, et qui étaient l'autorité du passé, l'architecture reprenait à partir d'une doxa qui était historique, l'autorité du passé est remplacée brusquement par l'autorité du futur.
Et donc c'est ce moment au milieu du siècle, ça devient une espèce d'académie à nouveau. L'autorité du futur est absolue. Et pourquoi, pourquoi je dirais cette révolution industrielle aurait établi ça en silence? En silence, c'est pas vrai. Je disais Le Corbusier tout à l'heure, il en a parlé. Mais au fond, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment dit, et parce que c'est un sujet qui n'est pas dissible. Il n'y a pas des mots sur l'espace et le vide chez Vitruve. Quand on parle et qu'on écrit, on écrit la modèle nature, la colonne, l'entrecolonnement, à la limite la proportion de l'espace entre deux colonnes, c'est-à-dire un mur ajouré. Il y a quelques endroits où on dit que la cour devrait avoir 6 pieds, 3 pouces, etc. Mais ce n'est pas un sujet thématique, ce n'est pas un concept, ni même un percept. C'est très rarement nommé. Ça va venir avec Cite et Choisy. Choisy sur l'Acropole, vous connaissez les pages célèbres, et qui vont marquer Le Corbusier. Je dirais donc qu'il y a eu un renversement de paradigme incroyable par rapport à une culture assez évidente. Vous voyez, le renversement, c'est le moment où on dit la mort de la rue, par exemple. C'est un des thèmes qui est évident. Que Le Corbusier illustre, au fond, mais illustre une époque, parce que vous avez ça chez les constructivistes, vous allez avoir ça au Bauhaus, et vous avez ça chez Rietveld, etc. Donc c'est tout un mouvement très grand de pensée qui n'est pas théorisé en tant que transformation de ce que c'est que le paradigme de l'espace. Ça se passe par des projets, par du plein, je dirais, par des choses. Et chez Corbu, vous savez que sa première intervention sur l'urbanisme, qui a été publiée après sa mort, il n'aurait pas voulu, son livre qui s'appelle « L'art de bâtir les villes », je crois, qui est antérieur à 1914, est un chant à la gloire de la ville comme enchaînement, séquence de vide. C'est un livre qui est du Camillocite. Alors il dit les rues et les places, ce sont des salons à ciel ouvert, etc. Et il chante ce qu'était la Chaux-de-Fonds avant d'avoir été reconstruite par des ingénieurs hygiénistes allemands à la suite d'un incendie. Et puis il va partir en Allemagne, il va travailler. L'influence de l'hygiénisme des ingénieurs va le marquer. Il fait ses grands voyages. La guerre le marque beaucoup. La guerre et la mécanisation de la guerre, c'est-à-dire les avions, etc. Et puis le Fordisme, c'est l'après-guerre et la révolution russe. Tout ça, ça transforme totalement les esprits. En 1925, il sort Urbanisme. Et quand il fait Urbanisme, il est sur un chemin où il va commencer à réfléchir, pas tout seul, parce qu'il y a des tas de choses qui sont autour, comme je l'ai dit, à ce renversement. Alors ce renversement, ici, c'est une illustration que je fais en 72, en commençant à travailler sur Marne-la-Vallée avec Antoine Grimbach, pour dire, voilà, on est à droite aujourd'hui, on est dans la file de droite, c'est ça, les villes nouvelles, et on a connu ça. Vous voyez bien que c'est deux conceptions de l'espace qui sont totalement différentes, et je dirais que entre à gauche et à droite, c'est un résumé, si vous voulez, l'espace ou la notion du vide a été comme retourné comme un gant, c'est-à-dire que à droite, dans ce que nous connaissons, ce qui est l'objet du travail de la ville, et de sa réglementation, ce sont les objets qui arrivent comme des objets qui sont sortis manufacturés, qui sont sortis de l'industrie. D'ailleurs, on dit qu'il faut industrialiser la construction. On dit aussi que l'espace n'a pas à être délimité. Et à gauche, vous êtes dans cette culture de la clôture, de l'enclos, de la rue, de la place, du perçu par l'enclos. Alors, c'est cette idée-là que vous avez, cette culture que l'espace par rapport classique, si vous voulez, vous avez ce vide infini, ce que j'appelais le dehors de la pyramide, et puis vous avez au contraire la maison qui fait l'enclos et l'enceinte, jusqu'à ce que nous était cité tout à l'heure, l'immense enclos du Central Park. Et vous avez à un moment donné le raisonnement industriel, précisément la mort de la rue de Corbus, c'est dire cette rue qui accueille des dizaines de fonctions et de réseaux, etc., il faut la raisonner sur le décalque de la méthode industrielle. Des fonctions séparées vont donner lieu à des objets séparés et à une ouverture de l'espace. Et au fond, cet espace contenu dans la rue, il est obsolète parce qu'il est surtout infernalement non fonctionnel. Donc il y a ce renversement
fait partie de ce que j'ai appelé, ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de règne absolu de l'objet qui est celui de la révolution industrielle. Il y a cette autre ligne qui est parallèle, qui est un espace défini contre la notion d'enclos. Et cet espace-là, qui est défini contre la notion d'enclos, vous le connaissez bien parce qu'il est très constituant de la culture moderne de l'espace chez tous les protagonistes. Et il a ses antécédents. Vous le savez, on peut parler de Rietveld ou de Mies. On peut dire que ça démarrera assez tôt même avec Wright. Et on peut dire que toutes les constructivistes sont là-dedans. J'avais une autre illustration que j'ai dû enlever, mais ça ne fait rien. Enfin, on sait qu'il y a une culture plastique qui, là, n'est pas seulement celle de l'objet, qui est vraiment sur la notion il faut pouvoir aller partout. On disait dans les années 60, il faut municipaliser les sols. Vous voyez, il y a un sol continu, il n'y a pas de rue et pas d'avenue, il y a un sol circulable, et le sol est à tout le monde. Il y a une espèce d'idée démocratique absolue. Mais il y a aussi l'idée que cet infini de l'espace de la planète, il est conquis, il n'y a plus de danger, et il n'y a plus de raison d'enclore, il n'y a plus de raison de faire ville, en quelque sorte. On apprivoise cet infini, et on sait que les villes s'étendent ou vont au loin, et donc ne sont pas constituées de la notion d'enclos. Donc la culture de l'espace clos par rapport à cette culture de l'espace étendu, isomorphe, traversable, indéfiniment, sont deux choses. Et ici, on voit évidemment qu'il y a un espace très passionnant qui est né de la transparence ou de la non-clôture, définie par des éléments qui sont différents. Ici, dans la maison de Mies, par les plans horizontaux du sol et de la toiture. Et ici, c'est un croquis que j'ai souvent fait sur ces deux formes très antagonistes de ville, l'une ayant voulu supprimer l'autre, par rapport à laquelle je travaillais, notamment ces îlots ouverts. Alors, c'est intéressant, on va y revenir. À un moment donné, à la même époque de cette critique de la Roquette, je lis la phrase de Lao Tzu que vous connaissez, et qui dit « Ma maison, ce n'est pas le sol, ce n'est pas les murs, ce n'est pas le toit, mais c'est le vide entre ces choses, parce que c'est là que j'habite. » Il va redire ça plus loin dans un autre poème. Il dit le vase, ce n'est pas la matière de la terre cuite qui est autour, c'est le vide qui permet de contenir les choses. Il a donc besoin d'objets pour définir le vide. C'est une chose qu'on ne peut pas nommer, c'est une sorte d'unité merveilleuse. Et je me souviens avoir lu quelque temps après une conférence de Wright qui fait aux étudiants à Londres. Et cette conférence a été publiée, je l'ai dans des petits livres de poche. Et il dit à un moment donné, assez cabotin, il dit « Maintenant, je vais vous dire un secret. J'ai lu la phrase suivante de Lao Tzu, alors il lit ça, et il dit « Quand j'ai lu cette phrase, il y a 20 ans, j'ai serré le livre contre mon cœur, et je me suis dit, le grand penseur chinois, eh bien, c'est ce que je fais depuis toujours. Et je ne l'avais jamais dit à personne. Mon secret, c'est que je travaille, vous voyez, la même chose que dit Lao Tzu. Eh bien, aujourd'hui, j'avais décidé de vous le dire aujourd'hui, donc il fait le numéro, il a livré un secret. Alors, cette notion qu'on a besoin du plein, on a besoin de la chose, on a besoin de la matière, pour dire le vide, ce serait que, tout simplement, le vide est une sorte d'antimatière. Et c'est aussi pour ça que une des choses qui faisait problème dans cette mode sémiotique ou sémiologique de l'architecture, c'était que justement cette notion-là échappait toujours et qu'elle était pourtant l'essentiel. Comme je le disais toujours tout à l'heure, et ça a été vrai, les efforts sémiotiques définissaient des types, des typologies, que ce soit des types de maisons, d'immeubles, d'ascenseurs, d'escaliers, de corniches, de cannelures, de colonnes, etc. C'est l'enchaînement
grammaticale de la matière que nous pouvons traduire et dire dans le langage. Et puis à un moment donné, l'expérience du vide échappe, elle se fait sur un mot, et puis c'est tout. De la même façon, si vous voulez, j'ai été fasciné par le concept ou le percept de la rue, et j'ai toujours fait des passages, des traversées des rues, qui est aussi bête et simple qu'être une seule chose, et qui a des milliards de formules d'incarnation, et qui est définie par ce qui n'est pas la rue, c'est-à-dire les bords, et ces bords peuvent avoir une unité, une infinie diversité. La perception même de cette rue, toute simple, existe toujours. Alors, cette idée de rue, c'est intéressant parce que ça nous mène en fait, à l'idée qu'il y a deux expressions en fait, du vide, on pourrait dire depuis longtemps, et je renvoie à quelque chose que j'ai souvent cité ces dernières années, c'est cette notion grecque de ces deux dieux qui sont Hestia et Hermès, qui sont toujours accolés sur les temples, et Jean-Pierre Vernant avait souligné ça, sans dire, mais c'est une évidence, et ça nous apparaît clair, c'est en discutant avec Bruno Kézanne qu'on parlait de ça, il avait appliqué ça à Los Angeles. Hestia, la déesse de la maison, de la station, de s'arrêter, d'avoir une ampoule ou un feu, et Hermès, le dieu des voleurs, des marchands, des voyageurs, des messagers, et donc de la route. Il est évident que si les Grecs réunissaient ces deux, c'est parce que c'était la structure humaine même, la façon d'être projeté dans l'espace, notre pratique de l'espace. Nous sommes des êtres d'espace. Alors on a énormément dit l'homme être de langage, parce qu'on a dit c'est à partir du moment où il y a le langage qu'il y a la pensée. En réalité, vous savez tous, architectes, que nous pensons aussi avec l'espace, nous pratiquons l'espace, que le langage nous est indispensable, mais quand vous faites un projet, vous n'avez pas besoin nécessairement de formuler par le langage une modification ou une idée que vous allez avoir. Il y a effectivement pour tous une pratique de l'espace et une façon de le travailler. Cette seule chose-là qui est importante par rapport justement à l'ambition linguistique, il faut reconnaître qu'elle est quasi animale. Et pour moi, c'est quand même de la pensée. Elle est quasi animale parce que cet être d'espace, il est projeté dans l'espace dès qu'il est expulsé du corps, et que c'est cet espace qui nous permet simplement d'exister, de bouger, puis de sentir. On a au moins 4 sens qui sont directement référés à l'espace, et c'est notre condition d'existence, au même titre que le langage, mais pas dans le même domaine. Alors, ce qui est ici, dans l'image de gauche, c'est le 14e arrondissement. Et vous voyez ici, j'ai mis en rouge ce qui appartient à la culture du XXe siècle, qui avait pour notion, l'urbaniste qui a fait ça m'a dit, ce que je voulais, c'est que les barres que je fais, vous voyez, c'est les barres, c'est les objets, l'urbanisme des objets, ne soient pas parallèles aux rues. Alors ça, c'était pour avoir l'air contemporain, parce que les rues étaient niées, et il ne fallait pas s'aligner sur les rues. Alors ainsi, on est vraiment moderne. Alors il y a évidemment des endroits où ça marche moins bien, et en noir, c'est ce qui n'a pas été détruit, que j'ai appelé l'âge 1 et l'âge 2, si vous voulez, de ce quartier. Et il y a une sorte de configuration intéressante. C'est d'ailleurs dans une des poches de ça que se font les Hauts-de-Forme et un autre projet que j'ai fait sur la rue nationale. Vous voyez qu'on a, à partir du XXe siècle, 2 cultures du vide qui s'opposent ou qui se combinent. La seconde, la nouvelle, pensait éradiquer la première. La première est restée parce qu'elle a une sorte d'évidence et qu'elle était elle était très prégnante. Elle est restée sous des formes soit abattardies, soit médiocres, quelquefois revisitées, quelquefois peut-être excellentes. Il n'y a pas d'a priori, à mon sens. Et il est intéressant de voir que quand on parle d'Hestia Hermès, sur l'image d'avant, en noir, vous avez ces îlots et ces rues qui est la nappe urbaine de la ville. Les vides et les pleins sont dans une sorte de symbiose, et tout Hestia a immédiatement un Hermès près de lui. Il y a un mariage. Alors, il est évident que dans cette culture de l'objet, de la vitesse, des flux, les villes vont aller au loin, les objets vont aller au loin, et vous avez cette pieuvre des villes qui va installer ces objets au loin.
et Hestia Hermès sont vraiment à ce moment-là divorcés. Et c'est intéressant de voir et de regarder les projets qui appartiennent, si vous voulez, à la culture antérieure, du vide défini par des limites. Et vous pouvez en avoir des versions contemporaines et des versions anciennes. Vous remarquerez qu'en général, au milieu du siècle, les efforts pour refaire une définition du vide à partir des critères classiques étaient outragés sur le plan de la dimension. Puisque c'était moderne, c'était très grand. Donc vous avez la Bucarest de Ceausescu, vous avez la Stalinallee, par exemple, deux grands exemples d'urbanisme qui, en pleines années 50, résistent au courant planétaire de la ville fluide, la ville où les sols sont à tout le monde. Planétaire parce que ce modèle s'est répandu aussi vite que l'automobile et faisait partie de la culture peut-être aussi de l'automobile, la culture de l'objet. Il n'y a donc pas eu de grande théorie. On ne peut pas dire que c'est parce que Le Corbusier a dit ça que ça s'est fait. Au fond, probablement, ça se serait fait de toute façon, de cette manière, pas tout à fait de cette manière, peut-être pas si totalement, peut-être moins vite, peut-être plus compliqué. Mais c'est intéressant de regarder le fait que depuis le néolithique, nous sommes à la fois nomades, comme disait Virilio tout à l'heure dans cet assemblage d'interviews. Le néolithique, c'est ce moment où l'homme va se fixer, où il n'est pas tout à fait totalement nomade. Et on a la ville. Et donc, on voit très bien que cette culture du clos est très importante. D'ailleurs, les premières villes, c'est ces maisons autour des riads, la ville méditerranéenne ou la ville en Moyen-Orient. C'est un enclos. D'abord, l'invention de la rue par les Grecs est déjà une avancée vers une sorte d'idée de la fluidité. Et l'éclatement que je décris là au XXe siècle est plus qu'une avancée, c'est un véritable renversement. Et Virilio disait tout à l'heure, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du néolithique. Ben oui, il a raison, bien sûr, c'est que cet éclatement annoncé par cette forme autre du vide et de l'espace au XXe siècle fait partie d'une époque où la maîtrise de l'espace nous est de plus en plus difficile. On est passé, si vous voulez, d'un monde essentiellement creusé, taillé, dessiné, modelé. Un monde qui appartient, qui est dans la planète. On est passé au module lunaire, on est passé à l'automobile, on est passé à l'objet qui s'achète et se pose. Et moi, j'ai eu cette impression très forte en 65-66, quand j'ai été étudiant, et j'ai pensé, on n'était pas le seul, que l'architecture était terminée, obsolète à ce moment-là, parce que l'avenir, c'était assembler des objets qu'on trouverait presque dans le commerce, si vous voulez, et que le travail d'architecte in situ, qui va faire chaque fois une chose neuve, était complètement dépassé par rapport à cette culture que nous héritions de l'industrie. Par ailleurs, arrivait non seulement la vitesse, comme dit Paul, mais arrivaient les télécommunications. Et cet ensemble-là faisait qu'on commençait à dire l'espace n'est plus cette donnée traditionnelle fondamentale de l'architecture. Alors je pensais ça. C'était presque une pensée, je dirais, assez développée dans la fin des années 60, cette idée-là. Vous aviez Archigramme, vous aviez tout ce courant. Et c'est en travaillant et en écoutant énormément d'interviews d'habitants des cités, dans un groupe de psychosociologues, de sociologues, de psychanalystes, etc. J'ai travaillé 1 an et demi, 2 ans avec eux. Ils m'avaient demandé de venir être un des lecteurs de ces... Que peut-être c'est ça, j'en suis pas sûr, mais ça m'a fait comprendre une chose, c'est qu'il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui dise à quelle distance on met un immeuble d'un autre, tout simplement. Quelle est la distance ? Quel est le gradient ? Comment on va rythmer ce plein et ce vide ? Et que ça, c'était dans aucun livre, aucune théorie, et que, si vous voulez, si vous suiviez les années 60, il n'y a pas de matière, c'est pas un sujet. On peut être où on veut, on bouge, donc on n'a pas besoin de préciser où c'est. Or, ça reste un problème parce que nous sommes encore sur la planète, les pieds dans la boue, et encore souvent on dort et on est à un endroit, et on n'est pas toujours en mouvement. Donc c'est cet enthousiasme du milieu du siècle pour ce monde qui naît, des objets, des mouvements, suite auquel on est amené à se dire « mais nous sommes encore l'animal humain du néolithique, même si la période change, etc. »
Et du coup, c'est ce qui m'a ramené d'ailleurs à faire l'architecture, à faire le projet de la Roquette. Sinon, je n'aurais sans doute pas fait, ou je l'aurais fait complètement autrement, j'aurais accumulé des objets, je ne sais pas. Mais là, quand je fais la Roquette, j'ai fait un peu un manifeste. Je me dis, il faut taper fort sur l'idée que dans une ville, on doit pouvoir retrouver cette perception, cette jouissance même, de ce qu'est un lieu et un espace qui s'est perdu, même si Sarcelles ne se vit pas mal. Sarcelles est le concept de cette fluidité sans marquage et sans fin. Donc l'idée de marquer était importante. La perte de maîtrise de l'espace dont je parlais, elle est patente dans le fait que le temps s'accélère et on ne fait plus les grands aménagements qu'on a fait jusqu'au siècle précédent. L'économie va plus vite et se passe de cela. Les télécommunications font que des villes que vous connaissez bien installent des zones de bureaux, d'activités à 30 km du centre sans aucun problème et sans savoir s'il y aura ou non des transports en commun. De toute façon, ça fonctionne, mais ça bloque terriblement. Alors dans ce quartier de Barad à Tijuca, je vais finir avec ça, eh bien il y a blocage incroyable. Je n'ai pas amené les images, le plan, mais je l'ai déjà souvent montré. En fait, c'est 14 km de ville dessinés en fait, par un schéma très simple de Lucio Costa, c'est-à-dire une grande avenue que vous voyez là passer, qui est à 500 mètres de la mer, et qui à 14 km est droite. Elle est coupée par une autre avenue que vous voyez passer comme ça verticalement, qui vient de la zone nord de Rio. Et cet angle droit que Lucio Costa a dessiné, il prévoyait que ça permettrait à Rio, au Grand Rio, de faire le tour de la montagne du Corcovado, ce qui est fait aujourd'hui. C'est évident, ça marche. Seule chose, il avait dessiné de chaque côté de cette avenue, entre la mer et l'avenue, et de l'autre côté, eh bien, il avait dessiné quoi? Évidemment, la culture de l'époque, la cité radieuse. Alors j'aurais pu me montrer dans la conférence plein d'images, mais vous connaissez tout ça, c'est-à-dire un monde des objets dans des prairies, avec des très belles lagunes, parce qu'il y en a plein. Cette cité radieuse, ce monde édénique, où l'on verrait les montagnes, la mer au loin, on aurait les pelouses à ses pieds, etc. C'est devenu quoi? C'est devenu... Lucio Costa n'était plus là pour s'en occuper, et puis d'ailleurs il n'aurait rien pu changer. C'est devenu un formidable lotissement pour le marché tel qu'il se présentait, dans une période où il y avait une inflation galopante, et c'était l'argent, on disait l'argent qui revenait de l'étranger, qui s'est investissé là, et en 20 ans ça a poussé, c'est tout d'un coup 3 millions d'habitants de plus. Eh bien, tout simplement, ces 14 km ont été coupés en tranches de saucissons, et ça a été donné, ici des bureaux. Vous voulez faire des tours moyenne bourgeoisie, vous faites, des maisons, vous faites. Il n'y a pas de rue entre l'avenue et la plage, il faut faire 7 km pour retrouver une traversée. Et ce saucissonnage est occupé par des condominiums fermés, on entre avec une carte à puce. Alors c'est vous dire que, et si vous avez oublié votre pain et votre journal, il faut ressortir, faire tout un trajet en voiture et aller de l'autre côté où sont, là vous en voyez un à gauche en bas, où sont les centres commerciaux. Donc le zoning, c'est les commerces étaient d'un côté, les habitations et bureaux de l'autre. C'est une caricature et ce sera très très difficile à transformer. Peut-être que ce ne sera jamais transformé. Mais on est là dans l'absolue culture de cet objet, c'est-à-dire vous avez un terrain et vous vendez et les gens viennent poser leurs objets. Les objets, comme vous pouvez l'imaginer, les tours, elles existent déjà à Belo Horizonte et São Paulo, ce sont des types qui sont apportés, il n'y a pas de travail in situ. Alors, en face de ça, à un moment donné, la municipalité me demande, il y a 8 ou 9 ans, de faire, sur un terrain qui leur appartient, à la croisée des autoroutes, au cœur de ce qu'ils appellent le Cébolon, le grand oignon où les autoroutes se rejoignent. C'est 400 mètres par 400 mètres, c'est grand. Ils m'amènent là par hélicoptère, et je dis d'abord non. C'est tellement pompier, on est au centre du centre. J'ai l'impression de faire un monument pour un émirat quasi une espèce de symbole outré. Et je dis non, c'est pas possible comme lieu. Et puis après, j'y retourne en voiture. Et puis je m'aperçois que c'est tout simplement le lieu immense gratuit qu'ils ont et qu'il n'est pas impossible qu'ils se mettent ailleurs. Et le maire dit, je voudrais quelque chose qui soit du public et qui ne soit pas de l'administration, qui soit autre chose. Donc cette cité des arts, cette cité musique, etc. Et je lui ai dit, mais en même temps, un grand jardin, je voudrais ça au moins comme repère au milieu, parce qu'on a raté tout le reste. On a des centres commerciaux.
Donc je voulais amener, parce que je me suis aperçu en réfléchissant à ce thème que vous avez donné, que ici, il y a au fond essentiellement un travail sur le vide dans ce projet, avec des formes très différentes. J'en arrive à dire, si vous voulez, il y a le vide comme immensité, vous avez ce vide tenu par des repères, ce vide contemporain, puis vous avez ce vide traditionnel qui est clos. Et ici, il y a les trois. Il y a les trois parce que on a, et c'est pour ça que je fais une petite promenade pour finir. Et il y a les perceptions de loin, où on a un objet et ça dialogue avec les montagnes. Et ce dialogue fait que les montagnes là sont à 7 km et que tout d'un coup ça fait exister, c'est un endroit où les montagnes s'éloignent de la mer à Rio, plus au nord et plus à l'est, elles sont vraiment, vous le savez, tout près de la mer. Là ça s'éloigne et donc il y a un rapport avec le grand paysage des montagnes et de la mer qui est établi par le projet. Et puis il y a la perception quand on s'approche. Et là, on perçoit l'ambiguïté du plein et du vide, et donc on a une perception différente. Vous voyez, c'est ce deuxième type de lieu ou de perception de l'espace autour qui est toujours creusé. Et puis, donc c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on devine là. Ce sont des photos de chantier, il n'y a pas de... C'est pris il y a 15 jours et sans aucun... Donc, c'est quelquefois un peu... Et puis quand on entre, on passe dessous. Pourquoi ? Parce que j'ai surélevé toute l'accueil du public à 10 mètres de haut, parce que je réalisais qu'au sol, on était entouré d'un bruit de voiture et on ne voyait rien. Et c'est à 10 mètres qu'on voit les lagunes, les montagnes et la mer. Les lagunes sont belles parce que c'est la seule chose qui a été très bien protégée pendant 20 ans par un très grand paysagiste qui vient de mourir, Fernando Chassel. Et donc écologiquement, il y a une très grande beauté des lagunes. Malheureusement, on ne les voit pas beaucoup, mais dès qu'on arrive, elles sont grandes. Elles sont cachées depuis les autoroutes, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles. Et quand on monte donc sur cette terrasse à 10 mètres, tout d'un coup, la ville devient... On est très attaché à la ville, on l'aime. Et les habitants m'ont dit, mais alors là, tu nous as donné notre propre portrait de notre ville sur le plan spatial et visuel. Et donc, c'est surélevé. Et c'est une chance de faire ça, ou qu'ils aient accepté, parce que dessous... ça devient un espace ouvert à des tas de manifestations, c'est un espace de fraîcheur, parce qu'il y a 90 mètres par 200 mètres d'ombre, et que le vent traverse, et que quand il fait 37 dehors, vous arrivez là-dessous, et vous descendez de plusieurs degrés, et c'est très agréable. Et j'ai mis de l'eau, parce que le soleil reflète cette eau dans le plafond de ce sorte de jardin d'ombre, et aussi parce que c'est une fraîcheur. Donc l'espace du dessous est en lui-même un monde, un premier monde qui est important et qui joue avec cette lumière de l'espace infini dehors, qui joue avec la sculpture physique et calculée de ces voiles qui montent. Donc on sent la pesanteur et la force de ces voiles qui montent, on sent la légèreté et la pesanteur. Et puis on aperçoit par des trous le haut, et cet air frais se communique sur la dalle qu'on peut apercevoir et on peut monter. Et là, on va arriver sur un espace que vous voyez en chantier, car le chantier s'était arrêté pendant quasiment 2 ans et a repris, ça y est. Histoire politique, contestation, pris entre un maire et son successeur, chose vraiment stupide et pénible d'ailleurs. Et là, on va être sur cet espace de terrasse d'où l'on voit la ville, d'où l'on voit ces tours d'habitation dont je vous ai parlé, dont on voit les montagnes. À un autre endroit, on voit la mer. Je n'ai pas pensé à cette conférence en faisant ces photos, donc je n'ai pas tout de suite la mer, mais vous voyez, il y a un autre type de vide là qui traverse et le vent et l'air traversent. On voit le ciel, on voit au loin. Il y a un cadrage de l'extérieur, du vide infini et un vide tenu, vous voyez. Alors, tout ça n'est pas ni la culture de l'enclos, ni la culture néoconstructiviste que je disais du milieu du siècle, mais tout ça a évidemment recueilli l'expérience de cela, et d'autres choses, peut-être aussi la notion de paysage. Donc là, on est toujours sur cette terrasse, et puis, là, je suis passé un peu vite, il y a d'autres types de lieux, c'est quand on entre dans les objets. Vous avez vu qu'il y a plusieurs objets, et chaque objet, c'est une grande salle, où c'est des cinémas, où c'est la danse, où c'est la musique de chambre et la musique amplifiée, où c'est la salle de concert.
et d'opéra, où c'est les loges et les salles de répétition. Eh bien, il y a des circulations qui montent dans ces objets, si vous voulez, qui sont des foyers, et qui sont à chaque fois un nouveau travail que vous connaissez mieux, parce qu'il est à l'échelle du bâtiment, là, qui est encore un travail entre la matière et le vide, et la fluidité ascensionnelle, etc. Là, c'est pas très bien dans l'ordre, hein. On est redescendu sur la dalle, sur la terrasse, et ici, on a, j'en ai qu'une ou deux, mais il y a énormément de points de vue intéressants, où on est au bord et l'on voit vers le grand paysage. Ici, un jour de pluie, mais le rapport avec le grand lieu que l'on peut avoir, et il y en a que j'ai omis de mettre au dernier moment, j'ai oublié. Depuis pas mal d'endroits, il y a des sortes de balcons, de terrasses, restaurants, choses comme ça, où l'intérêt est justement d'être dans une sorte de niche à 20 mètres de haut, un peu en lévitation, et de voir très bien au loin, de voir recadrer le paysage. Donc la vue encore d'un espace vers le lointain. Et puis enfin, il y a les intérieurs des salles eux-mêmes, des lieux. Vous voyez, ça fait 7 thèmes spatiaux dans le projet, qui s'enchaînent, qui se transforment, et qui sont à chaque fois, au fond, bien évidemment, un travail sur le vide, tenu par les différentes formes, lignes, enclos, surface, plan, point, etc. Voilà. Cette idée me faisait insister sur cette dualité, en fait, qui est apparue au XXe siècle, de perception de l'espace, un paradigme puis un autre. Dans l'idée que vous le ressentirez tous, peut-être, ce n'est pas une chose que... Il me semble qu'on ne le dit pas de cette façon parce qu'on parle en général, je le dirais bien, je le disais au début, on parle de la chose, on parle de l'architecture comme matière construite qui a un coût et qu'il va falloir entretenir. Et une fois que le vide est là, on ne peut plus en parler, on n'a plus de mots pour le dire, on le vit simplement. Or, cette notion du vide, il est évident qu'elle est en mutation depuis un siècle. Et la mutation fait qu'on ne la maîtrise pas bien. Bon, bien sûr, je sais que c'est le travail de toutes les écoles d'architecture de se plonger là-dedans et de parler de ça. Mais même si on le travaille, on est constamment, dans notre travail d'architecte et d'urbaniste surtout, confronté au fait que c'est même difficile, enfin de moins en moins, je dirais, en France. C'est difficile d'en parler, c'est difficile d'échanger, c'est difficile que les acteurs le comprennent. C'est le lieu d'une certaine appropriation, légiférée par l'État, par le prince, etc. L'espace est muré, fermé. Je parlais là tout à l'heure de Barra, avec une certaine violence parfois. C'est un enjeu donc de société, c'est un enjeu politique. Et à chaque fois, c'est pareil comme une espèce d'évidence. On est propriétaire ou on n'est pas propriétaire. On a le droit de traverser ou on n'a pas le droit de traverser. Et de là, on perd quelque chose qui est à repenser. C'est cette notion, comment on peut retravailler les notions d'espace. Je suis presque sûr que le quartier de Barra dont je parle, il serait aménageable physiquement sans tellement de problèmes. On peut y faire passer des rues, on peut utiliser ce qui a été fait et le transformer. Le travail de l'architecte, de l'urbaniste, ça ne serait pas très compliqué, c'est évident. Le travail qui serait impossible, c'est que c'est des propriétés privées. Et là, vous vous heurtez à quelque chose qui est terrible, c'est qu'acheter 4 mètres ou 8 mètres de gazon minable, où il y a des vigiles qui passent, ce sera quasiment impossible, parce que c'est une question de droit. Donc là, la façon, le marché et le droit nous ont dépassés. C'est quand même un très grand problème. Mais enfin, je ne suis pas pessimiste, hein.